C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Le débat qui s'étale ce matin avec beaucoup d'intensité, mais aussi beaucoup de tact et de prudence dans les quotidiens israéliens sur la plupart des sites d'information, et le même débat qui a dominé hier soir les journaux télévisés est un débat comme seule la société israélienne peut en produire, et d'une certaine manière, il est le reflet de la spécificité de l'État d'Israël, de ce pays qui n'a jamais cessé de sanctifier la vie depuis sa création, tout en honorant ses morts et en particulier ses soldats tombés pour qu'ils puissent vivre, grandir, se développer, devenir comme il l'est aujourd'hui un État modèle dont on s'inspire pour sa manière efficace et humaine de gérer par exemple une crise historique de l'ampleur de celle du coronavirus. Alors ce débat, il se focalise autour d'une question clé. Comment, mardi prochain, Yom HaZikaron, rendre hommage aux soldats israéliens tombés au combat sans enfreindre les restrictions, sans risquer de provoquer une seconde vague d'épidémie. Et pour comprendre ce débat, il faut savoir ou rappeler que ce jour-là, la veille du Yom HaAtzmaut, ce sont des centaines de milliers d'Israéliens, voire même plus, qui se rendent physiquement dans les cimetières militaires du pays. Il faut savoir que dans certains carrés, comme ceux de la Seconde Guerre du Liban en 2006, il y a au moment de la sirène du souvenir du matin, des milliers et des dizaines de milliers de personnes collées les unes aux autres, silencieuses, sans le moindre espace entre elles, et recueillies. Alors ce matin, donc, la presse israélienne nous fait partager ce débat qui anime les familles endeuillées, avec certaines qui, comme l'explique le Israël Hayom, ont compris que les cimetières militaires seront fermés exceptionnellement pendant le Yom HaZikaron en raison de l'épidémie, et qui ont déjà pris l'initiative d'aller se recueillir sur les tombes de leurs proches ou le feront dans les prochains jours, et ceux qui, dans leur douleur, ne peuvent envisager de ne pas honorer ce jour-là leurs soldats disparus. Et ce matin, le Israël Hayom nous montre une photo d'un couple qui est venu hier sur le mont Herzl pour réciter les psaumes des Teilim sur la tombe d'un soldat. Et le journal résume ce débat, ce si douloureux dilemme, en 4 mots: Lizkor otam, lishmor alenu, se souvenir d'eux tout en se protégeant. Le Yediot Aharonot, lui, nous parle en page intérieure du souvenir à l'ombre de l'épidémie du Yom HaZikaron au Yom HaAtzmaut en confinement absolu, puisqu'il a été décrété que ces 2 journées seront placées sous un bouclage hermétique de tout le pays, comme cela a été le cas le soir du Seder de Pessah. Le journal nous montre aussi des familles endeuillées qui ont suivi les recommandations du Premier ministre, lui-même membre d'une famille endeuillée, se sont rendus donc hier dans les cimetières militaires. Les journaux expliquent qu'en dépit des protestations de certaines familles, le gouvernement a confirmé qu'il sera impossible de sortir de chez soi durant ces 2 journées qui sont si marquantes et si importantes pour l'unité nationale. Et les quotidiens donnent la parole ce matin à Naftali Bennett, qui, en tant qu'officier des commandos Matkal, a perdu de nombreux amis au combat, comme par exemple le légendaire Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha. Bennett, qui en tant que ministre de la Défense a été celui qui a dû prendre hier cette décision difficile de fermer les cimetières militaires pendant le Yom HaZikaron. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, reconnaît que pour ces familles endeuillées, le renoncement est particulièrement douloureux, mais qu'il est indispensable de se résigner et de respecter les directives de la santé publique. Et puis les journaux se font l'écho d'un autre débat qui nous projette sans transition, comme le fait chaque année le calendrier, du Yom HaZikaron au Yom HaAtzmaut, cette transition très difficile que fait la société israélienne chaque année. Et ce débat, moins tendu et moins émotionnel, il faut l'avouer, se rapporte à la tenue le soir même de la fête de l'indépendance des incontournables spectacles de feux d'artifice. Le gouvernement les a autorisés hier, mais les municipalités, elles s'opposent à une telle décision et elles n'ont pas l'intention d'autoriser ces spectacles de feux d'artifice. C'est contraire à tout bon sens, ont affirmé les maires de grandes villes comme ceux de Haïfa, Kfar Saba, Givataim, Herzliya. Alors que nous empêchons les familles endeuillées de se recueillir sur les tombes des soldats le matin, nous prenons le soir même le risque d'assister à des rassemblements de citoyens qui, sans aucun doute, sortiront de chez eux pour aller voir les feux d'artifice, ont déclaré donc une partie de ces maires. Celui de Ramat Gan, Kamel Shama Cohen, a même avancé une autre raison pour interdire les feux d'artifice: leur coût élevé, alors que l'État d'Israël compte aujourd'hui plus d'1 100 000 sans emploi. En tournant les pages des quotidiens israéliens, d'autres questions importantes surgissent autour des mesures d'allègement annoncées par le gouvernement ces derniers jours. L'une d'elles suscite une certaine colère même de la part de la population, surtout après ce que nous avons expliqué à propos de la fermeture des cimetières militaires. Il s'agit de l'autorisation d'ouvrir les magasins d'IKEA en Israël. Et oui,
avec en toile de fond les queues énormes qui se sont formées hier à l'entrée de ces magasins. Beaucoup d'Israéliens se sont demandé comment et pourquoi la chaîne suédoise a-t-elle bénéficié d'une telle mesure alors que tous les centres commerciaux du pays sont fermés par ailleurs. Et le directeur général de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, a reconnu hier que certaines erreurs avaient été commises dans cette procédure de sortie de crise. Au sein du gouvernement, plusieurs ministres ont critiqué ouvertement Bar Siman Tov pour avoir empêché la relance du marché économique dans son ensemble, alors que les données médicales restent de plus en plus encourageantes et relativement basses, et cela sans parler de ce que le Yediot Ahronoth appelle la farce de l'éducation nationale autour de la poursuite des cours durant le mois de juillet prochain, avec le refus persistant des syndicats d'enseignants de poursuivre ces cours même pendant les grandes vacances. Le Maariv lui cite en page d'ouverture le même Moshe Bar Siman Tov qui affirme qu'il faut s'attendre à une seconde vague d'épidémie durant l'automne et l'hiver prochain, avec en plus un taux important de malades de la grippe en raison du manque de vaccins contre cette maladie. Et d'ailleurs, le Yediot Ahronoth fait ce matin la promotion d'un vaste portrait qu'il a dressé lui-même justement de Moshe Bar Siman Tov et qui sera publié demain dans l'édition hebdomadaire du Shabbat. Le Yediot Ahronoth, toujours en première page, se penche sur le scoop de son site, du site Ynet, sur le fait que des milliers de tests de dépistage ont dû être annulés en raison d'un défaut de fabrication des cotons-tiges qui servent, vous le savez probablement, à ces tests. Développement politique maintenant, le Israël Hayom relate en première page la rencontre d'hier soir entre Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett et affirme que l'écart qui sépare les deux hommes à propos de l'entrée de Yamina dans la coalition n'est pas énorme. La rencontre se serait déroulée dans une atmosphère positive, mais le quotidien se penche ce matin sur un autre développement personnel. En effet, au sein de Bleu-Blanc, on affirme que très vite, dans les pourparlers, Binyamin Netanyahou a renoncé à l'exigence du Likoud de nommer Yuli Edelstein au poste de président de la Knesset. Ce n'est pas vrai, répondent les conseillers du Premier ministre. Il s'efforce de le nommer envers et contre tout à ce poste. Le Yediot, lui, ne se focalise plus particulièrement ce matin sur les démarches législatives qui seront initiées à partir d'aujourd'hui par la Knesset pour permettre de respecter les clauses de l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc. Il s'agit essentiellement d'amendements à des lois fondamentales comme la loi fondamentale pour la Knesset et la loi fondamentale pour le gouvernement. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin dans leur page d'intérieur sur l'attentat qui s'est produit hier matin près de Ma'ale Adumim et hier soir les journaux télévisés ont diffusé le témoignage du soldat des gardes-frontières qui a été blessé par le terroriste, son agresseur, un terroriste qui habitait à proximité justement du poste de passage où s'est produite cette agression. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse israélienne par une note d'espoir. On se souvient de l'assassinat il y a 8 mois de Rina Schnerv, 17 ans, près d'une source d'eau à côté de Dolev, la localité de Dolev en Samarie. Il s'avère que durant les shivas de la jeune fille, le père de Rina, le Rav Eitan Schnerv, a appris que son épouse était enceinte. Avant-hier, celle-ci a donné naissance à un bébé, une petite fille qui pèse 2,9 kg et se porte bien. Rina était avec nous durant toute la naissance de sa petite sœur, a dit le Rav Eitan Schnerv. Et lorsque j'ai entendu son premier cri, j'ai ressenti que nous assistions ici à un véritable miracle. Ce bébé est notre 12e enfant, a-t-il déclaré, y compris, bien entendu, Rina. On leur souhaite, bien entendu, Mazal Tov. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.